Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, du coup le deuxième officiel de L'année 2026. Et aujourd'hui, on veut vous parler de nos investisseurs. On l'avait déjà un peu annoncé lundi, mais on est très fiers de ce qu'on a fait en 2025 avec eux. C'est eux qui vont être les stars de cet épisode parce que franchement, ils ont fait une année 2025 de fou furieux. Non, en fait, c'est un peu aussi pour répondre à la question pourquoi est-ce que vous faites des accompagnements, tu vois? Ça, c'est une question qu'on nous a pas mal posée en mode oui, mais en gros, si vous êtes rentier de l'IMO, pourquoi est-ce que vous continuez à travailler, genre en gros à vendre des accompagnements, etc. En fait, on peut pas rester sur le canapé toute la journée, tu vois. Enfin, ça va 3 mois. Après, en fait, on a besoin de faire de trouver un peu de sens à notre vie. Et en vrai, pour le coup, les accompagnements, c'est quelque chose où on se sent vraiment utile. Tout à fait. Et ça nous réussit bien, et ça leur réussit bien aussi, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, ça remplit un besoin naturel que vous avez sur la fameuse pyramide de Maslow quand vous avez rempli un peu tous vos besoins primaires, puis vos besoins secondaires. Après, vous allez avoir votre besoin d'utilité sociale parce que c'est normal, l'humain est un animal social et on peut pas juste rester dans sa grotte et adresser la parole à personne. Donc, on a réussi à remplir ce besoin-là par justement le fait de permettre à des investisseurs qui voulaient marcher dans nos pas, veulent éventuellement faire comme nous, peut-être même pas à notre niveau en termes de nombre de lots, mais simplement commencer à se créer des revenus complémentaires, à préparer dans tous les cas le post-vie active, parce que vous savez très bien que notre génération, dans tous les cas, elle n'aura pas de retraite, et peut-être même que pour les retraités actuels, ça pourra se terminer plus tôt que prévu. Enfin, des fois, on l'espère. Ouais. niveau impôt. Bref, en tout cas, c'est ce qui nous permet, en tout cas, quelque chose qui nous drive beaucoup aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de faire de l'immobilier d'une autre manière, parce que nous, on peut pas non plus toute la journée On va pas faire des acheter tous les acquisitions trucs à de la gauche, à France droite, entière. etc. Donc, ça nous permet aussi de faire de l'immobilier par le biais des investisseurs qu'on accompagne et de continuer, nous aussi, à se perfectionner sur le marché, parce que là, ça nous permet de voir le marché dans toute la France. Bon, globalement, pas de spoiler, ça fonctionne partout pareil. Mais voilà, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant pour nous. Et c'est une activité dans laquelle on s'épanouit, on ne s'ennuie pas. Et c'est surtout qu'on travaille avec des personnes vraiment géniales. Et c'est dont on va vous parler aujourd'hui. Combien était-il à nous faire confiance en 2025? Franchement, ils ont été pas mal. On pensait pas en avoir autant en un an, je pense Ouais, surtout parce toi. qu'on a officiellement commencé, je pense, en février, un truc comme ça. Ouais, globalement, on avait accompagné On a eu le des premier investisseur fin 2024. On en a 4 ou 5 qui ont commencé à nous faire confiance dès le mois de janvier, Ouais. avec qui forcément on a un peu construit l'accompagnement, parce que forcément, partir d'une page blanche, on avait c'est un peu comme quand vous voulez préparer un plat, c'est-à-dire que on voyait ce qu'il fallait un peu mettre dedans, mais on savait pas forcément dans quel ordre. Donc, ils ont été les premiers à nous faire confiance, et c'est grâce à eux que petit à petit, nous, on a pu se perfectionner dans justement Pour proposer la meilleure offre, voilà, en fait. la stratégie, dans quel ordre on amenait nos conseils, nos connaissances. On a pu par la suite même créer une plateforme avec du contenu, etc. Mettre tous les templates dont peut avoir besoin Le un mois de juillet a investisseur. été long. Voilà, on a quand même pas mal travaillé là-dessus. Et du coup, combien ils ont été? On a 32 primo-investisseurs qui nous ont fait confiance sur 2025 et 10 investisseurs en locaux professionnels directement. Donc franchement, ça fait 42 investisseurs accompagnés. Franchement, on est content. On est vraiment content. On est content. Et au niveau des profils, à peu près, qui c'est qui vient nous voir à chaque fois? C'est assez varié, hein. Franchement, en termes d'âge, ça va de 20 à 40 ans. Ouais. Donc ça va vraiment de jeunes investisseurs qui commencent au même âge que nous, on a commencé à investir dans l'immobilier. Donc vraiment, des fois, ça me fait vraiment plaisir. Et, tu sais, je me revois à leur place Ceux qui sont un à peu peine. zinzin. Les plus jeunes sont zinzin, en vrai. Après, c'est normal, hein, quand tu commences à investir dans l'IMO à 20 ans, c'est évident qu'entre guillemets, t'es pas là pour rigoler, quoi. Donc forcément, je me revois un peu à peine sorti du lycée, premières expériences professionnelles, encore dans les études, à me poser la question comment j'allais déjà arrêter de travailler. Donc franchement, j'aime beaucoup. Et puis des fois, des investisseurs un peu plus âgés qui sont à d'autres moments de leur vie, qui ont des fois la quarantaine, qui ont déjà des enfants, ou des fois justement on est dans d'autres objectifs de vie, parce que forcément la dimension famille, la dimension transmission prend un autre sens quand naturellement t'es un petit peu plus âgé. Ils sont pas mal quand même. Souvent, ceux qui viennent nous voir en couple, ils sont pas mal à avoir des enfants quand même. Hein, Oui.
Bon, c'est là, je crois qu'on est peut-être un peu en retard aussi, mais c'est vrai que ceux qui ont en moyenne, ils ont tous en moyenne, ça tourne autour de 28 ans et c'est vrai que, bah, généralement, quand ils sont en couple ou quoi, ils ont souvent des enfants et c'est vrai que ça leur donne Où les un projets enfants sont bien avancés. ouais, voilà et ça leur donne une dimension un peu de motivation et en vrai, c'est super cool et surtout qu'ils ont en fait, on est content parce qu'on a aussi, on a l'impression des profils un peu similaires aux nôtres et en vrai, ça fait quand même plaisir. Oui, surtout qu'en plus, on se rend compte, naturellement, beaucoup d'investisseurs sont venus à nous, grâce, à ce podcast, que maintenant on a depuis, plusieurs années et vraiment c'est là qu'on s'est rendu compte que, on avait, vraiment une super bonne communauté parce que, les gens nous ressemblent vraiment beaucoup, on a énormément d'affinités et on passe des excellents moments et on a vraiment réussi quelque chose où, on s'était posé la question avec Marie parce que c'est toujours pareil, quand vous travaillez dans une activité où vous êtes en contact avec de la clientèle, il y a toujours une relation, c'est normal, de professionnel à client. Oui, mais en fonction, de vos clients, ça se passe pas toujours de la même manière et moi justement, c'est quelque chose que, ça me dérangeait beaucoup quand j'étais banquier d'affaires, c'est que, il y avait beaucoup de clients que je pouvais pas me blairer, beaucoup ou alors si, entre guillemets, c'est pas que je les aimais pas, mais c'est que vraiment on n'avait aucune affinité parce que l'âge était pas le même, parce que, le milieu socio-professionnel était pas le même, parce que, très souvent ils étaient très âgés. Là, l'avantage vraiment de travailler avec des gens qui nous ressemblent, c'est qu'en fait, tout de suite, il y a une grosse affinité, on passe des très bons C'est vrai moments, qu'on en a pas un qui c'est est bizarre, ils sont tous, super sympas et exactement et c'est que des gens où en fait je suis content, justement quand on a des calls ensemble, quand on doit échanger et cetera. Je suis vraiment content parce que, en fait, il y a pas ce truc de: «Ah non vraiment lui entre guillemets, c'est malaisant, c'est long, j'ai pas envie de faire le call avec lui». Il y a que des ils gens sont avec qui tous cool, on ouais. s'entend bien, avec qui, on est aligné sur, beaucoup de points et vraiment ça fait une différence de fou parce que du coup, les éventuels défauts que vous pouvez avoir sur une activité professionnelle, quand vous travaillez avec des gens que vous aimez bien, ça n'a pas de Ouais. ça n'a rien à voir, quoi. Bah, tu sais que, moi, j'avais ça en cabinet comptable, le 3/4 de ma clientèle, bon, déjà, c'était des boomers, un peu attardés, là et en fait, j'avais aucune affinité avec eux. Vraiment, j'étais là, et en fait, moi, ça me demandait vachement je suis pas quelqu'un de très extraverti, du coup, ça me demandait vachement d'adaptation en face, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais pas les accompagnements en direct. Moi, je fais plutôt tout ce qui est le back, en fait, donc Back office. c'est ça. Mais je suis quand même tout ce que nos investisseurs font parce que forcément on en discute avec Julien et cetera et c'est vrai qu'en vrai les profils sont super cool et tu vois, vu comment ça s'est passé cette année, en vrai ça pourrait m'enlever le point négatif qui est d'avoir, des clients en front, tu vois? Alors que maintenant je suis en back mais bon. Donc en vrai c'est quand même sympa. Au niveau des revenus, qui vient nous voir? Qui vient au niveau de la situation? Et c'est encore une fois, là pour le coup, ce qui est cool, c'est que c'est assez varié quand même, hein. Oui, c'est, comme sur les profils, hein, franchement dans les profils, il y a des investisseurs, qui sont seuls, d'autres qui sont en couple, que ce soit des hommes, des femmes, vraiment il y a de tout. Ça pareil, des fois on peut se faire une idée un peu préfaite. Moi je pensais, je sais pas, que j'allais avoir, beaucoup de je sais pas moi, beaucoup de gars célibataires au début qui allaient venir prendre des accompagnants. Au final non, ça a été énormément de couples, même des fois, des femmes qui, célibataires ou en couple voulaient des fois investir, des fois seules parce que des fois, c'est normal, ça peut aussi être, la femme qui a envie d'investir et l'homme qui, forcément ne s'y intéresse pas trop, n'est pas dans un moment en tout cas de sa vie auquel il a envie de faire de l'investissement IMO. Et au niveau des revenus, leur point commun, ça par contre on n'y a pas dérogé, c'est des revenus stables. Ça c'est Ouais. la base, c'est normal, ça fait partie des seules personnes avec qui on n'a pas travaillé en 2025. C'est que moi je voulais pas accompagner quelqu'un, lui faire dépenser énormément de temps dans la recherche d'un bien immobilier pour qu'à la fin il ait la Ouais, déception de ils ne pas galèrent au arriver à le fond. faire financer. Donc bien évidemment on ne travaille qu'avec des gens où moi d'un œil de banquier j'estime qu'ils sont finançables. Donc de manière générale, hein, c'est pas des conditions qui sont drastiques, loin de là. Simplement, si vous êtes en CDI, c'est parfait. Si vous êtes en profession libérale, faut au moins que vous ayez 1 an de bilan. Si vous en avez 2 ou 3, c'est mieux, mais au moins 1 an que vous ayez un bilan à présenter à votre banquier. Sinon, si par exemple vous êtes étudiant, si vous êtes en CDD, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit prêt à investir avec vous, qui ait des revenus stables, donc un parent, un frère, un ami. Des fois, j'ai accompagné aussi des fois des gens qui faisaient une SCI, voilà, avec un Mmh. pote parce qu'ils avaient décidé d'investir à deux, parce qu'il y en a un des deux qui était en intérim, par exemple. Donc tout seul, c'était plus compliqué à faire financer, mais son pote était en CDI, ça permettait de simplifier pas mal les choses. Au niveau de l'apport, Ouais, il y a oui, critères d'apport chez nous parce que moi je le vois beaucoup chez, des personnes qui font comme nous des accompagnements où en fait déjà à l'entrée tu as 15 000 de critères pour pouvoir rentrer dans l'accompagnement. Genre tu sais minimum 30 K de côté ou d'apport où je me dis: «Waouh!» Enfin tu sais, étant France de donné Macron quand même, hein. nous, on fait vraiment du sur-mesure.
il y a pas spécialement de critères au niveau de l'épargne. Alors c'est évident entre guillemets, si vous êtes en négatif sur votre compte, ça peut pas le faire. Par contre, entre guillemets, on a accompagné des investisseurs qui avaient de 5 000 à 200 000. C'est évident, c'est plus facile d'investir quand t'as 200 000 euros de côté que quand t'as 5 000. Mais quand t'as 5 000, on s'adapte. C'est évident que pareil, 5 000, tu vas pas acheter tout de suite un immeuble à 350 000 euros. Faut pas exagérer non plus. Par contre, 5 000 euros d'apport ou d'épargne, tu peux commencer directement à faire une première OP à 50 000 euros. Tu as un petit studio dans une ville rentable. Pareil au niveau des revenus. Moi, j'ai été très étonné. Je sais pas pourquoi je m'étais fait une idée. Je me disais, on va majoritairement avoir des gens qui ont gagné, je sais pas moi, entre 2500 et 5000 euros par mois. Au final, l'écart type a été beaucoup plus important que ça, puisque entre l'investisseur qui a les plus gros revenus et celui qui a les plus petits, ça va de 1500 euros par mois à 15 000 euros par mois. Donc, franchement. Spoiler alert, ils font tous les deux des OP à 10%. Exactement, ils font tous les deux des OP à 10%. Forcément, ils font pas forcément les mêmes montants, ils vont pas aussi à la même vitesse. Si vous avez 200 000 euros de côté et que vous gagnez 15 000 euros par mois, ben forcément, vous pouvez faire 2, 3, 4 opérations en un an. Naturellement, si vous avez 5 000 euros de côté que 1500 euros de revenus, vous allez pouvoir faire qu'une OP et puis vous allez commencer à avancer. Mais c'est aussi souvent des gens qui sont à différents stades de vie. Celui qui gagne 1500, il a même pas 25 ans. Celui qui gagne plus de 15 000 euros par mois, il a plus de 30 ans. Ça dépend aussi à quel âge vous démarrez. Et finalement, vaut mieux démarrer avec 5 000 euros de côté, 1500 euros de revenus à 20 ans que démarrer avec 15 000 euros par mois, 200 000 euros à 30 ans. Vous irez toujours plus vite parce que dans l'immobilier, c'est le temps qui compte. Si vous démarrez à 20 ans, vous aurez largement compensé la différence de revenus et d'épargne de côté que vous pourrez avoir avec celui qui aura beaucoup plus que vous, mais qui commencera beaucoup plus tard. 5 000 d'épargne, en vrai, c'est juste pour rassurer le banquier en soi. Oui, Parce qu'en fait, là, tu vas même pas les mettre en apport au final. Parce qu'il y en a pas mal qui ont fait du 110%. Il y en a pas mal qui ont fait du 110%. En plus, moi, honnêtement, je suis pas un gourou du 110% en train de dire à tout le monde que c'est facile et que c'est automatique. C'est chiant, ouais. Par contre, quand c'est bien travaillé sur des opérations précises, donc particulièrement des opérations qui peuvent par exemple se faire passer pour une résidence principale, typiquement, donc un appartement tout seul, souvent acheté en nom propre plutôt qu'en SCI. Et encore, j'ai vu du 110% en SCI. C'est des choses qui sont tout à fait faisables et logiques. Donc effectivement, même par exemple pour celui qui avait 5 000 euros de côté, il n'a pas forcément eu besoin de les mettre dans son projet. Au niveau du premier achat, on part généralement sur quoi? Je crois parce qu'on a un tableau Excel pour nous faire la data. Pour tout suivre, globalement, ça a été pareil, là aussi, assez varié. On est parti du studio au T2 en meublé, vraiment la première opération classique comme nous on a pu faire au tout début, à de la coloc ou de la LCD, donc c'est-à-dire des modes d'exploitation un peu plus rentables. Là, c'est notamment quand on est dans des grandes villes où l'immobilier est un peu plus cher, où ça va par exemple être quasi impossible de faire du 10% sur un studio, un T2. Aller chercher du 10% dans ce type de ville, des villes comme Lyon, comme Bordeaux, comme Montpellier, à ce moment-là, c'est plutôt de la colocation ou de la location courte durée, ou alors classiquement pour tous ceux qui sont proches ou en tout cas qui peuvent investir dans des zones dites plus rurales ou en tout cas dans des villes moins grandes, tout simplement de l'immeuble de rapport ou du local commercial, bref des choses où nous on se fait investir dedans. C'est ça, c'est que des choses que nous on a déjà fait, parce qu'en tout on a fait 15 OP je pense en tout, donc au final c'est des trucs qu'on maîtrise pas mal et du coup forcément on guide nos investisseurs sur les choses qu'on sait faire. Par exemple, vous aurez jamais de marchand de biens avec nous. Genre, oui. Ça, c'est pas notre truc. C'est trop risqué pour nous. On n'a jamais fait. On a la théorie, mais en vrai, il y a beaucoup de... Enfin, tu vois, genre même vraiment... ceux qui vendent des formations en marchand de biens, c'est bien la théorie, mais en vrai, moi, je l'ai vu en compta quand j'étais encore comptable. En vrai, il y a quand même pas mal de risques. Faut pas se louper, quoi. Donc, c'est ça. Surtout qu'il faut distinguer la vraie opération de marchand de biens de la fausse. Entre guillemets, par exemple, il y a des investisseurs où ça a déjà été vu ensemble, où par exemple, ils ont acheté un immeuble de rapport et ils savent qu'ils le revendront à la découpe dans quelques années. Mais ça, c'est pas une vraie opération de marchand de biens. C'est juste qu'entre guillemets, ils ont acheté un investissement locatif rentable et ils prévoient qu'à la revente, ils vont tout simplement que revendre l'immeuble en une fois, ils revendront lot par lot. Moi, la vraie opération de marchand de biens, c'est celle où, entre guillemets, vous savez que en 6 mois, 1 an, vous devez faire tant de marge et que, entre guillemets, vraiment, vous mettrez pas les biens à la location, vous les revendrez direct. Ça, c'est les choses qu'on fait pas parce que voilà, c'est un métier que nous, on ne pratique pas pour l'instant et que c'est simple, même si on a la théorie, même si on a les connaissances fiscales, on a les connaissances comptables, les connaissances en termes de travaux, on va pas dire à quelqu'un, voilà, fais ce que nous, on n'a pas fait. Ouais, je ne prendrai pas le risque d'envoyer quelqu'un là-dessus. C'est pas une question de risque, c'est aussi une question de crédibilité, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas garagiste, je vais pas t'expliquer comment réparer ta voiture, tu vois. Ouais. Donc pareil, je veux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Pareil, tout ce qui est péniche, château, ça c'est le genre de truc. Bon, en soi, moi je pense que c'est pas rentable et que c'est pas là-dedans qu'il faut y aller, mais pareil, si j'avais un investisseur qui voulait aller chercher une péniche, moi je lui dirais écoute, moi, honnêtement la péniche j'ai jamais acheté,
il y a peut-être des problématiques vis-à-vis de la coque, vis-à-vis voilà, et c'est un autre monde, c'est un truc, quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc voilà, nous, on amène vraiment des investisseurs à faire des choses qu'on a déjà faites, qu'on maîtrise, que on s'est cassé les dents des fois sur certaines problématiques que justement on permet aux investisseurs d'éviter. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de marchand de biens. L'OP moyenne. C'est-à-dire, si tu devais donner des chiffres sur l'OP moyenne commune à tous nos investisseurs, parce que forcément en fonction des budgets, des revenus, c'est pas la même, mais on a quand même une OP moyenne à 170 000. C'est ça, Qui est pas mal. 170 000 euros, ce qui est ce qu'on recommande en général. Moi, j'aime bien viser 150 000 pour la première 150 OP. 000, c'est bien, ouais. Donc globalement, entre ceux qui vont des fois être un petit peu en dessous, vont faire une première OP entre 50 et 100 000, et ceux qui vont des fois faire un peu plus gros parce qu'ils ont plus de revenus, plus d'épargne, et qui vont partir tout de suite sur une OP entre 200 et 300 000. Voilà, on a calculé l'OP moyenne avec travaux à 170 000. La plus grosse, c'est laquelle? La plus grosse, c'est un immeuble à 700 000 euros. Ouais. Alors, pas en première OP, en deuxième OP, mais bon, ça reste quand même fou de faire... On a des investisseurs qui veulent pas nous quitter, en fait. Ouais, qui renchaînent. Ouais, qui ont fait une OP qui s'est bien passée, du coup, ils renchaînent sur une deuxième OP. C'est vrai qu'un immeuble à 700 000, ça commence à être pas mal. Après, pareil, n'importe qui ne fait pas ça. C'est encore une fois parce qu'il y a les revenus, parce qu'il y a l'épargne qui suit, parce que l'environnement bancaire pour obtenir du crédit est particulièrement favorable. Il y a des choses qui expliquent ce type d'opération, mais en tout cas, c'est génial, et c'est évident que là, vous êtes dans un cas où c'est un investisseur qui aura levé quasiment 1 million en un an, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Surtout que du coup le taux d'abandon, Zéro. En fait, c'est un peu ça, là où on est content, parce qu'en fait on sait jamais, quand on a commencé, on s'était dit peut-être il y en a, ils vont se déchauffer et tout. En fait, on a tellement pensé l'accompagnement pour que personne ne se déchauffe qu'au final ça a bien marché. Tout le monde est en tout cas engagé là dans un compromis. En tout, ça fait à peu près 6 millions du coup sur un an. C'est ça, 6 millions sur un an, ce qui est à la fois énorme et ce qui des fois certains peuvent se dire par rapport à d'autres chiffres que certains autres annoncent sur Instagram, qui sont vrais ou pas, j'en sais rien, peuvent se dire que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que 6 millions d'un an, c'est quand même pas mal. 6 millions, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout que c'est encore une fois, c'est que des primo-investisseurs, hein. C'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que naturellement aujourd'hui, vous pouvez trouver des gros investisseurs qui vont faire une OP à 2-3 millions. Oui, nous c'est pas ce qu'on a, parce que justement nous c'est des jeunes investisseurs qui font leurs premières opérations, qu'on envoie sur des opérations qui sont raisonnables en termes de montant, où justement ils prennent pas non plus le risque de leur vie sur une OP à 100 000, tu vois. Donc naturellement 6 millions, ça commence à faire pas mal, et on en est très fiers. Et comme tu dis, ça, je pense que c'est le point sur lequel on est le plus content, c'est que personne n'est pas arrivé au bout de son OP, même si des fois ça a pu mal se passer, hein. Et on a eu des cas cette année où des fois des compromis ont été signés, où finalement on a dû sortir du compromis parce qu'on s'est rendu compte d'un vice caché ou d'une problématique qui avait été dissimulée par l'agence immobilière et qu'on n'avait pas été en capacité de voir avant. Par contre, à chaque fois, il y a toujours eu une autre OP derrière qui a permis vraiment de compenser ce qui avait, entre guillemets, le compromis qui venait d'être signé, qui avait dû être défait. Donc franchement, on est très 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 content que tous les investisseurs aient atteint leurs objectifs, et que nous, on ait rempli notre promesse, c'est-à-dire permettre de faire une bonne première opération à plus de 10% de rentabilité. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui nous donne le plus de satisfaction, en tout cas là-dedans. C'est que je me dis, au moins, tu sais, toutes les fois on a galéré là sur nos OP, où en fait on était dans des problèmes pas possibles, parce que tout simplement ça a un peu cassé les dents, hein, forcément. Nous, ça existait pas, les accompagnements, quand on a commencé. D'ailleurs, je pense que en vrai de vrai, ça aurait été bien, parce qu'on serait allé 2 fois plus vite. Là, au moins, je me dis, tu vois, toutes ces fois on a un peu souffert, au moins c'est rentabilisé. C'est vrai, parce que pour le coup, ça nous donne un nombre de réflexes vraiment hyper important, parce que naturellement, et ça, je sais que c'est quelque chose qui est apprécié sur ce podcast. Nous, on n'a jamais fait de langue de bois sur les problèmes qu'on a eu. Vous savez, on a vraiment eu beaucoup, et on n'a jamais joué les investisseurs en mode tout est beau dans le meilleur des mondes, l'immobilier c'est génial, il y a jamais de problème, machin truc. Les problèmes, c'est que pour les autres. Et non, les problèmes, ça arrive quand tu investis. Mais l'avantage, c'est que, étant donné qu'on en a eu beaucoup, et que du coup on a dû résoudre beaucoup de problèmes, ça nous donne énormément de réflexes, énormément de connaissances, et ça, vraiment, c'est quelque chose. Je suis toujours très content quand j'ai un investisseur qui, entre guillemets, ne voit pas une problématique que moi j'identifie, et que je lui apporte du coup
un œil plus avisé dessus et que je lui permets d'éviter de la faire. Ça veut pas dire des fois qu'il fait pas l'OP, mais simplement qu'il doit faire l'OP en gardant ça en tête. Et ça vraiment, j'en suis très content parce que je me dis que justement, j'aide des investisseurs à pas partir dans un bourbier en première opération, ce qui pourrait en fait tout simplement leur casser leur envie d'investir, comme on a pu le voir avec des fois des investisseurs autour de nous qu'on n'a pas accompagnés et qui sont partis sur des OP trop grosses, Ouais, malgré ça des c'est red flags qu'on avait pu désagréable. leur donner et qui du coup ont un peu regretté ou en tout cas ont décidé de ne pas refaire d'OP derrière. Là, je suis content, même si des fois les OP peuvent paraître trop simples. En fait, vaut mieux commencer trop simple et partir après sur des trucs plus compliqués parce qu'entre guillemets, tu auras de la bouteille, tu as déjà des investissements qui tournent, tu as déjà une certaine confiance en toi d'un point de vue immobilier que tout de suite vouloir partir sur l'OP du siècle et en fait te rendre compte que c'était un bourbier sans nom et que tu n'avais pas que t'avais pas anticipé le quart des problèmes que tu vas avoir, quoi. Généralement, qu'est-ce qui les pousse à venir vers l'accompagnement, au final? Là, tu peux avoir un petit peu plusieurs scénarios qui souvent vont regrouper un peu toutes les différentes raisons pour lesquelles ils veulent se faire accompagner pour leur première opération. Tu vas d'abord avoir ceux qui ont emmagasiné un max de connaissances parce qu'ils ont écouté beaucoup de Ouais, podcasts, ils ont regardé beaucoup de vidéos YouTube, ils ont beaucoup lu, donc ils commencent à avoir une partie théorique qui est très solide, ouais. importante et assez solide, mais ils ont un peu de mal à l'appliquer tout simplement parce que il y a des choses que tu ne peux apprendre que quand Donc tu mets en pratique, tu du mets en coup. pratique. Typiquement, c'est pas parce que vous avez fait 5 ans d'études dans un domaine que forcément on vous met dans votre premier job dans le dit domaine. Forcément, vous n'êtes pas toujours à l'aise parce qu'il y a des choses que tu vas vraiment apprendre que sur le tas. Ça peut être des relations avec les professionnels, ça peut être sur la partie travaux. Tu peux regarder beaucoup de contenu sur les travaux. Quand t'as pas mis les mains dedans, il y a Ouais. certaines choses que t'es pas en capacité de voir. Et du coup, c'est normal. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur permettre justement de avoir une stratégie, de savoir dans quel ordre utiliser les différentes connaissances qu'ils ont eues. Ça tombe bien parce qu'à chaque fois on a une roadmap. Exactement, et c'est justement mon rôle de permettre à ces investisseurs-là, qui finalement ont déjà une bonne partie théorique, de pouvoir justement avancer sereinement et de pas toujours être en train de remettre en question la moindre action qu'ils vont devoir faire. Ensuite, tu vas avoir ceux qui justement n'ont pas les connaissances, et c'est normal parce que peut-être ils s'intéressent pas assez à l'immobilier que pour regarder des centaines d'heures de vidéos YouTube, ou en tout cas ils n'ont pas la sensation d'avoir suffisamment appris dans ce domaine et ils ont besoin justement de quelqu'un qui est là pour pouvoir répondre à leurs questions, pour pouvoir vérifier les choses avec eux, leur apprendre qu'est-ce qu'il faut vérifier quand justement tu veux acquérir un bien immobilier, comment tu vas devoir négocier avec le banquier, quels vont être les points à faire attention au moment de ta visite immobilière. Et c'est justement là aussi le fait de se faire accompagner, ça a du sens pour justement pas faire ces erreurs-là et apprendre tout simplement tout ce que tu as besoin de savoir pour devenir investisseur immobilier. Ensuite, tu vas aussi avoir ceux qui ont un petit peu besoin d'être rassurés, et c'est normal, hein, c'est stressant d'acheter un premier bien immobilier. Même nous à l'époque, quand on a fait notre première opération, il y a des moments où tu es un peu stressé, tu vas voir le banquier, quand tu signes chez le notaire, quand tu reçois les clés, que tu te rends compte que ça y est, tu es propriétaire d'un bien immobilier, mais c'est aussi une responsabilité, qu'il va y avoir un locataire à gérer, qu'il y a peut-être des travaux à faire, que tu vas devoir des fois faire des virements de plusieurs milliers d'euros à un artisan et que tu vas être sûr qu'entre guillemets il va bien faire ses travaux et qu'il va pas t'arnaquer. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est là avec toi pour revérifier tout ça et t'expliquer qu'entre guillemets c'est normal des fois d'avoir envie de tout remettre en question et des fois d'hésiter, mais qu'en réalité t'es sur le bon chemin parce qu'en fait la logique qui suit ton opération est tout à fait normale. Et enfin, tu vas voir aussi une dernière catégorie d'investisseurs. Pourquoi je les appelle investisseurs, c'est que eux, des fois, ils ont déjà commencé à faire une, voire deux opérations et ils veulent accélérer. Ils veulent tout simplement se spécialiser, ils veulent se professionnaliser, aller plus vite et c'est pour ça qu'ils ont envie de venir prendre ce qu'ils n'ont pas réussi à acquérir eux-mêmes tout seuls dans leur première OP. Des fois, ça peut être sur bien tout revoir en termes de rentabilité, de charges, de négociation avec le banquier, Être sûr de de son recherche d'un bien, de exactement être sûr de ce qu'on fait, de bien rechercher le bien, de changer des fois de type d'investissement parce que souvent quand ils ont commencé à investir tout seul de leur côté, ça va être un appartement classiquement. Là ils veulent par exemple partir sur un immeuble de rapport, du coup forcément il y a beaucoup plus de choses à checker, il y a d'autres questions à se poser, donc c'est pour ça qu'ils veulent avoir les connaissances et se spécialiser là-dedans, et c'est aussi des investisseurs que du coup on va pouvoir accompagner. Globalement, à la fin de l'investissement, vous aurez fait votre première opération à plus de 10% de rentabilité et vous aurez appris tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir enchaîner des opérations. Et c'est vraiment ça l'avantage, c'est que avoir une première opération qui se passe bien, ça permet d'avoir un socle solide pour mettre les premières pierres de tout simplement son parc immobilier et de derrière faire d'autres opérations. C'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire que de toute façon quand vous investissez dans l'immobilier, on est
pas des investisseurs qui auront fait genre une opération, genre un Pinel, soi-disant pour économiser des impôts et peut-être avoir un petit loyer à la retraite. Non, on est des investisseurs qui faisons des opérations pour avoir des revenus complémentaires, voire pour un jour pour remplacer son salaire, ou en tout cas pour avoir un patrimoine suffisamment important que pour se mettre un peu à l'abri des éventuels problématiques qu'il pourrait y avoir dans la société et en France dans les prochaines décennies. Donc bien évidemment qu'il y a plusieurs OP qui vont se faire et que c'est tout l'intérêt de permettre justement à tous ces investisseurs d'être prêts à être en autonomie dès leur deuxième opération. Ouais, ça c'est un truc qui revient aussi à chaque fois que pourquoi est-ce qu'ils veulent investir, et cetera. En fait, je pense comme nous, hein, tout simplement, souvent c'est le manque de revenus, le manque de temps, le contexte économique qui se tend, parce qu'effectivement, on est tous dans la France de Macron depuis quelques années, et en fait, le pouvoir d'achat se dégrade, et en fait, c'est vrai que d'avoir une source de revenus à côté ou même d'enrichissement, en vrai, t'appréhendes pas la vie de la même manière quand tu sais déjà que t'as des choses qui tournent et de l'argent qui tombe, pas sans rien faire, mais au moins que t'as des sources différentes de revenus. C'est vrai que souvent c'est ça qui revient en termes de besoins. Et peut-être qu'on va faire aussi un dernier appel, un dernier mise à jour. On vous en avait déjà parlé. Récemment, il y a la BCE qui qui dit, qui lâche des petites infos par-ci Ouais, par-là. alors c'est des petites rumeurs pour l'instant, mais si ça devenait vrai, ça serait quand même quelque chose, je pense, qui serait très mauvais pour nous, investisseurs Ouais, immobiliers. franchement, ça ferait Ça chier. serait de changer les règles d'octroi de crédit en France et de les aligner sur ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays européens. On en avait parlé avant les vacances de Noël dans ce podcast parce que j'avais vu la news début décembre et tout simplement on pourrait avoir la fin des crédits à 110%, voire même à 100% en France, donc des obligations d'apport de parfois 20-30% plus frais de notaire et ça bien évidemment ça mettrait un gros coup d'arrêt, je pense, à l'investissement immobilier, en tout cas comme nous on le pratique aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des grands parcs IMO avec beaucoup d'opérations, tout simplement parce que la France, elle a beaucoup de défauts sur l'immobilier en termes de fiscalité, en termes de protection des locataires, mais pour le coup, la vraie chance qu'on a, Ouais. c'est les crédits qui sont pas chers et faciles à obtenir, et ça vraiment par rapport à beaucoup de pays, j'insiste là-dessus, ça fait une vraie différence. Donc naturellement, si ça venait à se mettre en place, par exemple, alors ça sera pas pour 2026, c'est sûr, hein, mais ça pourrait être pour 2027, 2028, 2029 peut-être. Et à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Parce que si vous attendez trop tard, vous aurez peut-être vraiment le truc. Alors, j'aime pas trop jouer le catastrophiste, hein, mais des fois certains vous disent ah ben voilà, vous voyez, si vous le faites pas maintenant, en fait, ça sera plus possible plus tard. Là, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement que ça pourrait se compliquer. Encore une fois, je suis pas devin, mais voilà, quand je vois ce genre de news, je préfère vous en parler que plutôt que ça arrive et qu'après on se dise ah ben putain, on aurait dû en parler quand on l'a vu parce que on n'y a pas prêté attention. Il y avait le HCSF où ça avait été le cas quand c'est arrivé en 2020. Moi, je le voyais en 2019 dans des articles de presse. Même mes collègues banquiers pensaient pas que ça pourrait être appliqué. Aujourd'hui, les critères HCSF, c'est quelque chose qui est important quand on investit dans l'immobilier, notamment quand on voit la problématique bancaire. Ça a mis un gros coup de frein sur tous ceux qui faisaient des grands parcs IMO en LMNP en nom propre, parce que à cause des critères HCSF, au bout d'un moment, t'es limité par ton taux d'endettement. Donc aujourd'hui, tu passes par des SCI. Mais si demain, on avait aussi la fin tout simplement de l'investissement à 100% avec très peu d'apport, naturellement, si à chaque fois que vous devez acheter un bien immobilier locatif, vous devez faire 20 ou 30% d'apport, vous en faites un tous les 2 voire 3 ans, quoi. Et là, c'est plus possible de faire comme nous et d'atteindre un parc de 40 lots en 8 ans. Enfin, c'est juste la fin de ça, quoi. Donc c'est pour ça que plus vous investirez tôt, plus vous passerez à l'action avant éventuellement que ces critères-là changent, plus vous aurez des chances tout simplement de vous ranger dans ce que le banquier considère comme finalement un investisseur Aguerri, aguerri, avancé, ouais. voilà, ou en tout cas un CSP+ qui a du patrimoine et qui est prêt en tout cas à vous faire des dérogations pour vous permettre, parce qu'il y a toujours des dérogations dans ces cas-là, hein, même dans des pays comme la Belgique qui sont très sévères sur les crédits, il y a toujours des gens qui arrivent à Ouais, avoir passes un certain palier, en fait, c'est ça. tu passes par les petites portes, quoi. Donc plus vite vous atteindrez ce palier-là, plus vite vous vous mettrez à l'abri tout simplement des éventuels bâtons que pourra vous mettre la banque pour investir dans l'immobilier. Mmh.
Si jamais ça vous intéresse d'apprendre un peu la théorie sur comment acheter son premier bien IMO, on vous a sorti une mini formation avec Julien. Le lien est en bio. C'est pas très long, je pense qu'en tout ça fait 1 heure et demie. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à regarder les vidéos et je pense que vous en apprendrez pas mal. En vrai, nous en plus, on n'est pas du genre en mode il y a des secrets pour apprendre à acheter de l'IMO en tabac. Non, en fait, là pour le coup, elle est full valeur ajoutée, comme le podcast d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à regarder. Et je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Félicitations à nos investisseurs. Tout à fait. Parce qu'ils ont bien travaillé. Et je sais qu'ils écoutent quasiment tous le podcast, donc encore une fois, bravo à vous. On est très fiers de travailler avec vous et très fiers de ce que vous avez accompli. Beaucoup être passé en un an, justement. Quand dans l'épisode de lundi, on vous parlait des objectifs, beaucoup sont passés de, entre guillemets, 0 bien immobilier locatif, on regarde ça de loin, on n'est pas tout à fait acteur de sa vie, ou en tout cas on est full dépendant d'un patron et d'un salaire, j'ai mis les premières pierres de mon parc immobilier, et même si aujourd'hui j'en vis pas, c'est normal, c'est pas avec une OP à 150, 200 ou 300 000 euros qu'on devient indépendant financièrement, on met les premières pierres et surtout on apprend la connaissance et on change son mindset. Moi c'est aussi quelque chose que je vois chez tous les investisseurs avec qui on a travaillé, c'est que globalement à la fin des 6 mois d'accompagnement, en fait vraiment ils ont changé leur mindset, ils sont devenus investisseurs, et moi je trouve ça génial parce qu'en plus je vois qu'ils voient les choses différemment et qu'ils se rangent du coup dans les 0,1% de ceux qui sont acteurs de leur vie et qui voient tout ce qui se passe dans notre société et dans notre économie de loin, en se disant que de toute façon d'ici quelques années, quand ils auront continué à travailler dur et à acquérir plus de biens immobiliers, en fait, s'ils décident de vouloir partir, s'ils décident de tout simplement vouloir déménager, s'ils décident tout simplement de quitter leur job, en fait, ils pourront le faire et ils seront pas bloqués comme malheureusement le reste de la population à dépendre des augmentations d'impôts, des augmentations de prix et de la baisse de pouvoir d'achat. Bon, on a bien fait le tour de cette année 2025. Écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme. À nous rejoindre sur la Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Instagram. Et on se dit à lundi pour un prochain épisode. À bientôt, ciao. À lundi, ciao.